Chaque année, l'ISVV édite, sous la plume de Denis Dubourdieu et de Laurence Génie, une note du millésime. Une note du millésime traduisant à partir d'éléments objectifs les caractéristiques climatiques, climatologiques de l'année. Et en parallèle de ces observations climatologiques, comment se sont déroulés les stades phénologiques de développement de la vigne. Denis Dubourdieu rappelle dans cette note qu'il y a 5 conditions pour obtenir un grand millésime de rouge à Bordeaux. Ces 5 conditions, elles s'étalent sur toute l'année comme une série d'obstacles que le millésime doit franchir les uns après les autres afin de trouver son expression, l'expression aboutie des vins bordelais. La première de ces conditions, elle concerne la floraison, qui doit être rapide et précoce. La deuxième condition, c'est un début de contrainte hydrique s'installant à la nouaison, qui va permettre progressivement le maintien de cette contrainte hydrique et un arrêt de croissance, qui constitue la troisième condition, l'arrêt de croissance de la vigne avant la véraison. Et ça, au niveau, si vous voulez, pour comprendre les choses, quand on comprend un petit peu le fonctionnement de la plante, c'est que l'énergie que la plante met à produire des feuilles, à développer sa croissance végétative, elle ne la met pas à synthétiser des composés d'arômes, des polyphénols qui vont venir se concentrer dans les baies. Donc il est important, et tous les grands millésimes de rouge répondent à cette condition. C'est certainement c'est la condition centrale et c'est la plus importante de ces 5 conditions. C'est qu'il faut que la vigne arrête sa croissance avant la véraison, sous l'effet d'une contrainte hydrique progressive. Il ne faut pas que cette contrainte hydrique soit trop brutale, il ne faut pas qu'il y ait un stress hydrique trop important, il faut qu'il y ait une contrainte hydrique progressive pour que cette croissance s'arrête. C'est d'ailleurs ce qui fait la distinction dans les millésimes où l'alimentation hydrique n'est pas limitante entre les grands terroirs et les plus petits. C'est que les grands terroirs sont des sols pour lesquels, malgré l'alimentation hydrique assez importante, on arrive à avoir une répression de la croissance de la plante. Donc ça, c'est la troisième condition. La quatrième condition, c'est un mois d'août qui va être ensoleillé, raisonnablement chaud, pour permettre la maturation des raisins dans des conditions optimales, en préservant des nuits fraîches, pour éviter des phénomènes de surmaturation, de développement de nuances de fruits cuits qui feraient perdre au vin leur typicité et les rendraient banales. Enfin, la dernière condition, c'est un temps clément pendant les vendanges, permettant de récolter les raisins quand on le souhaite, à la date optimale de leur maturité œnologique, c'est-à-dire la maturité que l'on souhaite pour avoir le goût que l'on souhaite atteindre, et cela d'autant plus marqué pour les cépages tardifs comme le Cabernet Sauvignon, qui va bénéficier d'un mois de septembre et d'octobre clément. Ce qui peut parfois permettre de sauver le millésime. Donc voilà ces 5 conditions qui permettent d'être, si vous voulez, qui donnent une idée, un plan de bataille mais malheureusement ce plan de bataille on le suit en fonction des conditions de l'année. Alors si on revient sur le millésime 2015, le millésime 2015 c'est un millésime qui restera dans les annales comme un millésime sec. De façon générale, à l'échelle de la région c'est un millésime sec. Il y a seulement un mois qui est au-delà des moyennes, de la moyenne trentenaire en ce qui concerne la pluviométrie, c'est le mois d'août. Donc c'est un millésime sec avec un hiver qui, contrairement au précédent, était un hiver assez frais. On a eu le mois de janvier qui était assez doux, mais à partir du mois de février en particulier, on a eu des températures basses, contrairement à l'hiver 2013-2014. Donc cet hiver 2014-2015 a finalement un hiver assez classique dans la moyenne trentenaire, à peu de choses près, a entraîné un débourrement qui n'était pas très précoce. La vigne a commencé à débourrer la plupart des endroits début avril, donc à partir du 7 avril, je crois, en ce qui concerne les dates du réseau de maturité. Donc un débourrement assez classique, voire légèrement tardif, mais le très beau mois d'avril a permis de rattraper ce retard avec une floraison qui était plutôt précoce par rapport aux dates, aux moyennes trentenaires. La floraison s'est passée dans de bonnes conditions.
malgré un mois de mai un petit peu frais par moment, la floraison s'est passée dans de bonnes conditions. Donc la première condition du millésime était remplie. La floraison a été homogène et assez précoce dans la plupart des endroits. Le mois de juin était de façon générale assez correct, permettant le développement. La deuxième condition, elle a aussi été remplie. À partir de la nouraison, une contrainte hydrique a commencé à intervenir. Et cette contrainte hydrique, elle a continué de façon très suivie tout au long du mois de juillet, avec, et là c'est un bémol qu'il faut apporter au millésime, si vous voulez, arriver fin juillet, beaucoup de responsables ceux qui sont ici, étaient inquiets. Quand on était fin juillet, début août, inquiet parce que cette contrainte hydrique, elle a permis l'arrêt de croissance de la vigne avant la véraison, ce qui est une bonne chose, mais elle était tellement forte qu'un des premiers phénomènes de stress hydrique ont commencé à être observés, en particulier sur les sols les plus drainants, avec moins de réserves en eau, et en particulier sur les jeunes vignes qui ont subi les phénomènes de cette contrainte hydrique avec l'apparition des premiers symptômes de stress. Dans un état de stress, si vous voulez, la vigne, comme toute plante, elle va se refermer. Elle va, je vous l'ai dit, elle se concentre sur sa partie de reproduction, mais la véraison commençait à tarder. Et c'est finalement la pluie, des petites pluies du mois d'août, hétérogènes en fonction des endroits, mais quelques pluies du mois d'août qui ont permis vraiment de déclencher la véraison de façon homogène. Donc le mois d'août a été salvateur dans ce millésime. C'est rare à Bordeaux que la pluie soit salvatrice. C'est souvent l'inverse. Mais ces pluies du mois d'août ont été salvatrices puisqu'elles ont permis à la véraison de se produire correctement, de façon homogène, et ainsi avoir espéré une maturité des raisins assez homogène. Les mois donc comme je l'ai dit, le mois d'août est le seul mois qui a une pluviométrie supérieure à la moyenne trentenaire en ce qui concerne le millésime 2015. Le mois de septembre, lui, localement, les précipitations peuvent être nettement supérieures à la moyenne trentenaire. Et c'est là où on doit distinguer fortement, c'est ce qui, je pense, distingue 2015 des autres millésimes, comme des autres grands millésimes, comme 2010. 2010 était beaucoup plus homogène en ce qui concerne sa réussite. 2015, on a des écarts assez marqués entre des écarts d'un facteur 4 au niveau de la pluviométrie, si vous voulez, avec les zones les moins touchées par les pluies aux alentours de 35 mm, et des zones comme le Nord Médoc, où il est tombé jusqu'à 140 mm au cours du mois de septembre, donc avec une forte hétérogénéité. Ce qui fait que, oui, 2015 a répondu aux différentes conditions du millésime. Parfois, si on doit mettre un petit bémol, c'est que les pluies d'août, quand elles étaient assez... on a eu, dans certains endroits, des reprises de végétation. L'arrêt de croissance n'a pas été définitif partout. Il a été définitif sur les grands terroirs, sur les sols avec des réserves en eau plus faibles, mais localement, on a eu des reprises de végétation au cours du mois d'août, avec, comme souvent, des phénomènes de concentration des vins un petit peu moins importants. Donc c'est un millésime... Le temps pendant les vendanges, là aussi, a été variable. Certains endroits, on a pu avoir le loisir d'aller cueillir les raisins quand on le souhaitait, avec une fenêtre de beau temps assez large, permettant vraiment de choisir la date de récolte. En d'autres endroits, il a fallu se hâter pour éviter le développement de maladies, avec quand même une pression de botrytis qui était présente localement. Donc au niveau climatique, on peut dire que 2015 est un millésime, je pense que beaucoup, en tout cas les vinificateurs parmi vous, signeraient assez volontiers pour pouvoir faire des 2015 chaque année. Pour vous donner une idée, du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015, il a plu autant que du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016. Donc en 7 mois en 2015, il a plu autant qu'en 3 mois en 2016, avec... donc globalement 2015 était un millésime sec, assez chaud, et les millésimes chauds et secs à Bordeaux sont souvent de grands millésimes. Simplement, il faut, comme toujours, apporter des nuances locales liées à des microclimats, à des pluviométries plus marquées à certains endroits que d'autres, et surtout en des réactions de la vigne différentes en fonction des sols sur lesquels elle était plantée. Le millésime, au niveau, on peut noter ça pour
les techniciens qui sont ici ont noté un phénomène qui est finalement assez rare. En 2015, c'est une attaque précoce de black rot qui a été marquée, qu'on voit assez rarement, très rarement même à Bordeaux, et qui était assez prononcée, et également une pression de mildiou qui s'est faite dans la première partie avec des développements de mildiou qui ont pu être assez conséquents lorsque l'on avait raté un traitement. Mais de façon générale, c'est un millésime qui n'a pas été des plus compliqués qui soient, avec, encore une fois, des inégalités assez marquées en fonction des appellations. Donc on va pouvoir, en ce qui concerne peut-être un petit point sur les données analytiques des raisins et la composition, parce que ouais, ces conditions du millésime, ces conditions climatiques, elles vont avoir une conséquence sur la composition des raisins et donc sur le goût du vin. On peut noter un paramètre important de la qualité, c'est la taille des baies. La taille des baies de 2015 était globalement similaire à celle de 2009, et en revanche les baies étaient un petit peu plus grosses que celles de 2010. Cette taille de baies raisonnable, elle s'explique par les premières conditions avec le développement de la contrainte hydrique, mais il est fort à parier que si le mois d'août avait été plus sec, les baies auraient été encore plus petites. Ça, c'est un des premiers éléments, si vous voulez, c'est la taille des baies. Un autre élément, c'est les teneurs en acide malique. Les teneurs en acide malique, vous l'avez vu, l'acide malique c'est un des marqueurs de la maturité. Et souvent on peut considérer que le merlot, quand il est autour de 1 g par litre d'acide malique, c'est une valeur à laquelle il convient de le ramasser. C'est pas un indicateur à lui seul, mais il donne une tendance, c'est un des marqueurs de la maturité. Et les niveaux d'acide malique étaient globalement bas en 2015. Bas pour 2 raisons. Bas d'une part parce que il y a eu peu de synthèse d'acide malique dans la vie. Et ça, c'est des valeurs, parce que souvent on suit l'acide malique au cours de la maturation, sur les dernières semaines, les 2-3 dernières semaines de la maturation. Mais ici, sur les analyses qui sont faites par l'équipe de Laurent Génie, a montré que les teneurs d'acide malique à la véraison étaient déjà très basses. À peu près la moitié des teneurs en acide malique qui étaient observées, liées justement à la contrainte hydrique forte et au phénomène de blocage fin juillet, qui a eu lieu fin juillet, début août. Donc les teneurs en acide malique étaient basses à la véraison, et ensuite les conditions étaient assez propices à sa dégradation. Donc on se retrouve dans les raisins avec des teneurs en acide malique basses, et donc des acidités de façon générale qui étaient assez basses. Les pH sont plus bas que ceux de 2009. Ceux de 2009 étaient plus élevés. Qui dit pH plus bas dit également moins de risques microbiologiques, donc moins de risques d'altération. Enfin, un dernier paramètre assez important, c'est la teneur en autocyane, qui est garant de la couleur et qui est souvent un bon marqueur de la concentration des vins. Ce ne sont pas les anthocyanes qui sont responsables de la concentration, mais ils sont assez bien corrélés à celle-ci. Et finalement, les teneurs en autocyane de 2015 sont inférieures à celles de 2010, elles sont inférieures à celles de 2005, elles sont d'un niveau proche de celles de 2009 là aussi. Donc on a les caractéristiques d'un millésime qui se situe parmi les très bons, voire localement des grands millésimes.